en 1988, un homme qui n'était pas encore président s'est assis face à un journaliste britannique et a dit exactement ceci: une seule balle tirée sur l'un de nos hommes ou l'un de nos navires et je m'occupe de l'île de Karg. J'y vais et je la prends. Cet homme, c'était Donald Trump. Cette entrevue a eu lieu il y a 38 ans. Et hier, la 38 année est finalement arrivée. Parce que ce que le CENTCOM a exécuté aux premières heures du 16 mai 2026 visait directement l'île que Trump avait désignée en 1988 comme la cible qui mettrait fin au levier de pression de l'Iran. C'est pas un avertissement, c'est pas une démonstration. Ce n'est pas une démonstration de force dans la tradition des bombardements conçus pour signaler la détermination sans s'engager dans les conséquences. C'est le premier mouvement de quelque chose que Carter a envisagé en 1979 avant de reculer, que Reagan a considéré en 1988 avant de finalement mettre de côté. Que chaque administration américaine depuis a discrètement simulé dans des annexes classifiées, puis laissé dans un tiroir, parce que le coût politique de la décision dépassait ce que chacune d'elles était prête à payer. Trump l'a payé. Il a ordonné au CENTCOM d'exécuter ce qu'il a décrit dans sa propre déclaration comme l'un des raids de bombardement les plus puissants de l'histoire du Moyen-Orient, en frappant simultanément chaque cible militaire sur l'île de Karg et en les détruisant complètement. Sites de missiles, opérations de minage, installations militaires, tout. Chaque structure défensive que le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, avait placée sur cette île, dont le terminal pétrolier traite 90% des exportations de pétrole brut de l'Iran, disparu. Et dans la même déclaration, dans le même souffle, un avertissement dont les termes précis doivent être lus avec tout le poids qu'il porte. Si l'Iran entrave le libre passage dans le détroit d'Ormuz, la décision d'épargner les infrastructures pétrolières iraniennes sera reconsidérée. Lisez cette phrase en sachant à quoi elle est rattachée, en sachant qu'une unité expéditionnaire des marines à bord de l'USS Tripoli est actuellement en transit du Japon vers le Moyen-Orient, un trajet de 10 à 14 jours déjà en cours. En sachant qu'un groupe amphibie d'intervention avec 5000 militaires prêts au combat moitié marine, moitié marin précisément organisés pour des opérations d'assaut depuis la mer, se dirige vers le même théâtre, en sachant que pour la première fois dans l'histoire militaire américaine, des missiles Attack-MS ont été utilisés pour couler des navires iraniens, y compris un sous-marin, durant les 13 premiers jours d'opération. Et en sachant que le secrétaire à la Défense, interrogé sur les 440 kg d'uranium hautement enrichi que l'Iran détient dans au moins 2 emplacements, a répondu avec des mots qu'aucune administration n'avait utilisés auparavant. Nous avons des options allant jusqu'à les prendre. Quelque chose est en train de se produire dans le détroit d'Ormuz, quelque chose qui ne s'est produit dans aucune des 38 années écoulées depuis que Trump l'a décrit lors d'une entrevue de tournée de livres. Le plan qu'il décrivait alors est en train d'être exécuté maintenant. Et l'île au centre de ce plan est sur le point de définir ce que ce conflit va devenir. Permettez-moi de planter le décor avec la précision particulière que ce moment exige parce que les événements du 16 mai avancent plus vite que n'importe quel titre isolé peut le suivre. Et les liens entre ce qui semble être des développements séparés sont l'histoire que les pièces individuelles ne peuvent pas raconter à elles seules. Commençons par l'île de Karg, non pas comme un atout stratégique abstrait, mais comme la réalité physique par laquelle passent 90% des revenus d'exportation de pétrole brut de l'Iran. L'île se trouve dans le nord du golfe Persique, à environ 25 km du continent iranien. Ce n'est pas un champ pétrolier. Le pétrole ne vient pas de Karg elle-même. Ce qui rend l'île absolument irremplaçable, c'est ce qu'elle est, un terminal de chargement. Un ensemble de vastes dépôts pétroliers, de stations de pompage et de postes de chargement qui reçoivent le pétrole brut du continent iranien par pipeline, le stockent dans des réservoirs dont la capacité combinée représente toute la marge opérationnelle de l'infrastructure d'exportation iranienne, puis le charge sur de très grands pétroliers transporteurs de brut, les VLCC, dont la taille leur permet de transporter jusqu'à 4,25 millions de gallons par cargaison. Ces VLCC ne peuvent charger nulle part ailleurs dans les eaux territoriales iraniennes avec la même efficacité.
la géographie du nord du golfe Persique, les profondeurs précises des chenaux, les approches maritimes, les systèmes d'amarrage au large. Tout cela a été conçu et développé pendant des décennies d'investissement dans les infrastructures, spécifiquement autour des installations terminales de Karg. 90% des exportations iraniennes de pétrole brut passent par ce seul terminal, ce qui signifie que 90% des revenus pétroliers du CGRI, 90% de la base financière de son réseau de Proxys, chaque programme d'achat d'armes, chaque opération de répression intérieure menée par les gardiens de la Révolution passe par une seule île. Et hier, l'armée américaine a détruit chaque installation militaire qui s'y trouvait. Pas l'infrastructure de chargement, pas les réservoirs de pétrole, pas les pipelines, mais les structures militaires que le CGRI avait construites sur l'île pour la défendre. Les sites de missiles, les opérations de minage, les centres de commandement militaire, tout ce qui rendait l'île défendable plutôt que simplement précieuse. Et Trump a ensuite rattaché une menace conditionnelle à la décision d'épargner l'infrastructure pétrolière elle-même, laissant entendre avec une précision particulière et délibérée que la prochaine escalade passerait de la destruction de ce qui défend le pétrole à la destruction du pétrole lui-même. Et la question de savoir si l'Iran comprend la différence entre ces deux phases et si les décideurs qui lui restent ont la capacité institutionnelle de répondre avec le jugement stratégique que cette différence exige est la question ouverte la plus lourde de conséquences dans ce conflit en date du 6 mai. Le contexte historique de cette décision n'est pas une information d'arrière-plan, c'est l'histoire. Parce que Carter a envisagé de frapper l'île de Karg en 1979 pendant la crise des otages, puis a reculé. Reagan a étudié l'option en 1988 pendant la guerre des pétroliers et a choisi l'opération Praying Mantis contre des actifs navals iraniens plutôt que l'île elle-même. Chaque président depuis a hérité de documents de planification classifiés qui conservaient Karg comme option théorique, tout en concluant, l'un après l'autre, que l'exécuté franchirait un seuil dont les conséquences politiques, économiques et d'escalade n'étaient pas gérables dans aucun cadre décisionnel acceptable. L'infrastructure pétrolière de l'île était trop intégrée au marché pétrolier mondial. Le choc des prix provoqué par une frappe contre elle aurait été trop sévère et aurait frappé les alliés américains et les consommateurs américains en même temps que la cible visée. Le risque d'escalade lié à la réponse de l'Iran à une attaque contre son principal actif économique était trop imprévisible. Et le coût politique intérieur d'un président, provoquant délibérément une flambée mondiale des prix du pétrole par une opération militaire dans le golfe Persique, était trop élevé pour toute administration dont l'approbation intérieure dépendait en partie des prix de l'énergie. Trump a éliminé ces contraintes une par une avant d'appuyer sur la gâchette. Le blocus en vigueur depuis le 13 avril a déjà retiré le pétrole iranien de l'équation de l'offre mondiale. La sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP et l'activation du pipeline de Fujairah ont déjà comblé une part suffisante de l'écart d'approvisionnement mondial pour que l'impact marginal de la destruction de l'infrastructure militaire de Karg sur les prix mondiaux du pétrole soit nettement plus faible qu'il ne l'aurait été avant le blocus. Le pipeline Est-Ouest de l'Arabie Saoudite transporte 7 millions de barils par jour jusqu'à Yanbu, offrant une route d'approvisionnement alternative qui amortit l'impact de toute nouvelle perturbation des flux pétroliers du Golfe. Les conditions qui ont poussé chaque administration précédente à refuser l'option Karg n'ont pas complètement disparu, mais elles ont été suffisamment transformées par les mouvements stratégiques précédents pour que le calcul, pour la première fois en 38 ans, produise un résultat différent. Trump a ordonné la frappe. Le CENTCOM l'a exécuté. Et maintenant, chaque décision subséquente de l'Iran, des États du Golfe, de Pékin, de Moscou et de Washington, lui-même se prend dans l'ombre d'une action que chaque président précédent avait refusé d'entreprendre. Maintenant, permettez-moi de vous expliquer ce que le déploiement des marines représente réellement, parce que le cadrage médiatique dominant, selon lequel 5000 militaires seraient insuffisants pour une invasion terrestre complète de l'Iran, passe complètement à côté du point opérationnel. Le groupe amphibie d'intervention de l'USS
Tripoli, actuellement en transit du Japon vers le Moyen-Orient, n'est pas assemblé pour une occupation militaire conventionnelle du territoire iranien. Il est assemblé pour des missions précises que 5000 militaires organisés autour de l'assaut amphibie, du soutien aux opérations spéciales et de la capacité de frappe depuis la mer sont exactement conçus pour exécuter. La première possibilité, et la plus discutée publiquement, est l'île de Karg. Une unité expéditionnaire des marines menant un assaut amphibie sur l'île de Karg, combinée aux frappes du CENTCOM qui ont déjà éliminé les installations militaires défensives de l'île, n'exigerait pas l'ampleur de force qu'une grande campagne terrestre contre l'Iran demanderait. Les défenses militaires de l'île ont été détruites. Le personnel du CGRI restant sur l'île, dont le nombre est inconnu, mais dont la capacité défensive a été fondamentalement dégradée, ferait face à une force arrivant de la mer avec une couverture aérienne fournie par l'aviation embarquée. Cette force disposerait aussi de l'avantage de timing qui vient d'un adversaire qui ne sait pas quand l'assaut arrivera ni exactement de quelle direction. Une unité expéditionnaire des marines est précisément entraînée et équipée pour ce type exact de débarquement amphibie contesté ou semi-contesté contre une cible dont l'infrastructure de défense aérienne a été supprimée par des opérations aériennes précédentes. La question n'est pas de savoir si cette force est capable de prendre l'île de Karg. C'est de savoir si prendre l'île de Karg est ce que Trump a décidé d'en faire. Et sa réponse à la question directe de savoir si il envisage de prendre l'île n'a pas été un démenti. C'était une performance d'ambiguïté stratégique. Toute personne ayant observé sa façon de communiquer sur des opérations déjà planifiées reconnaîtra comme la cadence précise d'un dirigeant qui ne confirme pas ce qui est déjà décidé. La deuxième mission possible pour le déploiement des marines est celle vers laquelle pointe la déclaration du secrétaire à la Défense sur les options allant jusqu'à la prise du stock nucléaire iranien. Ispahan a été mentionné dans les reportages concernant l'uranium hautement enrichi que possède l'Iran, soit environ 440 kg enrichis à des niveaux proches de la qualité militaire, plus plusieurs milliers de kilogrammes de matériel de moindre pureté. Les frappes de l'opération Midnight Hammer ont dégradé les installations d'enrichissement dont l'Iran aurait besoin pour traiter davantage d'uranium jusqu'à des niveaux militaires, mais le matériel enrichi qui existe déjà a survécu parce qu'il était réparti dans plusieurs emplacements et entreposé dans des installations durcies. Prendre physiquement le contrôle de ce matériel plutôt que simplement détruire les installations qui l'entourent et une exigence opérationnelle fondamentalement différente. Cela exige des forces terrestres capables de sécuriser physiquement un emplacement, d'établir une défense périmétrique, de gérer le matériel lui-même selon les protocoles précis que requiert l'uranium enrichi, puis de l'extraire vers un lieu contrôlé d'une manière pouvant être vérifiée internationalement. Une unité expéditionnaire des marines avec soutien aux opérations spéciales est la structure de force capable d'exécuter cette mission précise. Elle ne peut pas tenir indéfiniment le territoire iranien contre le type de contre-attaque que les forces conventionnelles et proxy restants de l'Iran pourraient éventuellement générer, mais elle peut entrer, sécuriser le matériel et ressortir avant que cette contre-attaque puisse être organisée efficacement. C'est ce calcul précis de temps et de distance qui rend la mission théoriquement exécutable avec la structure de force envoyée dans le théâtre. Et c'est pourquoi la réponse du secrétaire à la Défense au sujet des options a été formulée avec les mots précis qu'il a utilisés. Pas « nous allons négocier cela diplomatiquement », pas « nous allons le détruire sur place ». Des options allant jusqu'à cette formulation a un sens précis et chaque personne dans la salle où elle a été prononcée l'a compris. Permettez-moi maintenant de vous montrer ce que la conférence de presse a réellement dit au monde sur l'état stratégique de ce conflit, parce que ce que Exet et le président du comité des chefs d'état-major interarmés, le général Dan Kane, ont dit le 6 mai, représente la description publique la plus directe de l'état actuel de l'armée iranienne et de l'évaluation américaine de cet état qui a été livré dans ce conflit.
Commençons par l'évaluation du renseignement concernant Mojtaba Khamenei. Le secrétaire à la Défense a dit qu'il est blessé et probablement défiguré. Il se cache, il a publié une déclaration écrite sans voix et sans vidéo, alors que l'Iran dispose largement de caméras et d'équipements d'enregistrement. Pourquoi une déclaration écrite plutôt qu'une vidéo? Cette question, posée et répondue dans le même souffle, communique une évaluation du renseignement que l'armée américaine estime avec suffisamment de confiance pour l'énoncer publiquement. L'homme qui est nominalement le guide suprême de la République islamique n'est pas en état d'apparaître devant une caméra. Cette déclaration écrite, sans voix et sans vidéo, est celle d'un homme dont l'apparence physique minerait la fonction psychologique d'une telle communication, au lieu de la servir. Un guide suprême qui paraît blessé et défiguré n'inspire pas le type d'unité de ralliement que le contenu de la déclaration appelait de ses vœux. Le format écrit préserve l'ambiguïté de son état physique, mais la préservation de cette ambiguïté par le format choisi est elle-même révélatrice. Les mots de Hegseth n'étaient pas diplomatiques, désespérés et cachés. C'est ce que font les rats. Le langage utilisé lors d'une conférence de presse officielle au Pentagone par le secrétaire à la Défense des États-Unis n'est ni accidentel ni improvisé. Il est calibré. Il est conçu pour communiquer à chaque officier du CGRI et à chaque planificateur militaire iranien surveillant les déclarations publiques américaines que l'évaluation américaine de la structure de commandement iranienne méprisante plutôt que prudente. Que Washington ne croit pas que les menaces émises depuis Téhéran soient appuyées par la cohérence organisationnelle nécessaire pour les exécuter. C'est un signal psychologique précis, livré à un moment précis où la structure de commandement iranienne est à son plus fragile. La déclaration du général Kane sur les 13 premiers jours d'opération est le registre historique à côté duquel tout ce qui se passe maintenant doit être placé. En 13 jours, des missiles Attack-MS de l'armée ont été utilisés pour couler plusieurs navires iraniens, y compris un sous-marin. Ce n'est pas une note de bas de page historique. Les missiles Attack-MS, le système de missiles tactiques de l'armée, sont un système de missiles balistiques de précision basé au sol, d'une portée d'environ 300 km, conçu pour des cibles terrestres, et qui a été adapté et utilisé contre des cibles maritimes d'une manière qui n'avait jamais été réalisée au combat auparavant. Le naufrage d'un sous-marin iranien par un missile basé au sol est une première non seulement dans ce conflit, mais dans l'histoire de la guerre navale. Cela démontre une capacité que les planificateurs navals iraniens n'avaient pas incluse dans leur modèle de menace parce qu'elle n'avait jamais été démontrée auparavant. Les sous-marins iraniens opérant dans le Golfe étaient censés être des menaces pour les navires de surface américains et non des cibles pour des systèmes de missiles basés au sol. La révélation que les attaques MS peuvent être ciblées contre des sous-marins change le calcul de menace pour chaque sous-marin iranien restant dans l'ordre de bataille. Les mini-sous-marins de classe Gadir que le CGRI a annoncé cette semaine comme les gardiens invisibles du détroit ne sont pas invisibles pour une force qui a déjà démontré qu'elle peut couler des sous-marins iraniens, avec des missiles de précision basés au sol. L'effet psychologique de cette démonstration sur les commandants qui opèrent ces sous-marins est la dimension opérationnelle qui n'apparaît dans aucune fiche technique d'armement, mais qui détermine avec quelle agressivité ces commandants sont prêts à positionner leurs navires dans des eaux où les capacités de ciblage américaines s'étendent maintenant à la dimension sous-marine. La question du stock nucléaire est le pivot autour duquel tourne tout le tableau stratégique du 16 mai. La réponse de Hegseth mérite une lecture attentive, parce qu'elle communique une position que les administrations américaines ont historiquement pris grand soin d'éviter de formuler. Il a dit que la mission, depuis le début, a été de refuser à l'Iran l'arme nucléaire comme objectif central. Il a dit que des options sont conservées sur tout le spectre afin de garantir que cela ne se produise jamais. Il a dit précisément que les options incluent jusqu'à la possibilité que l'Iran décide de les abandonner, ce que l'administration accueillerait favorablement, mais que l'Iran n'était pas disposé à le faire dans les négociations. Et puis il a prononcé la phrase la plus significative sur le plan opérationnel: « Je ne dirai jamais à ce groupe, ni au monde ce que nous sommes prêts à faire, ni jusqu'où nous sommes prêts à aller. Mais nous avons des options. » La structure de cette déclaration est une forme précise de communication militaire qui signifie exactement ce qu'elle semble signifier. Les options incluent la prise par la force du matériel nucléaire.
L'administration a décidé de ne pas l'énoncer publiquement comme son intention déclarée, parce que les intentions déclarées deviennent des contraintes diplomatiques et juridiques sur la flexibilité militaire. Mais la formule allant jusqu'à un sens précis. Et le journaliste qui a posé la question, tout comme les analystes qui dissèquent la transcription, le comprennent, ces faits existent dans la même chronologie opérationnelle. Leur connexion n'est pas spéculative. C'est l'architecture logique d'une campagne militaire qui s'est publiquement engagée envers un objectif précis et qui assemble la structure de force nécessaire pour exécuter des options visant à atteindre cet objectif lorsque la diplomatie a échoué à le produire. La réponse de l'Iran aux frappes contre l'île de Karg et au déploiement des marines suit le modèle qui a défini sa communication stratégique tout au long de ce conflit. Menacé de représailles contre les infrastructures énergétiques du Golfe, pendant que ces représailles sont déjà en cours au niveau que ses capacités restantes permettent. Le communiqué des forces armées a averti que si les États-Unis attaquent les infrastructures pétrolières iraniennes, l'Iran ciblera les infrastructures énergétiques dans toute la région du Golfe. Mais l'Iran attaque déjà les infrastructures énergétiques du Golfe depuis des semaines, la raffinerie en Arabie Saoudite, les raffineries au Qatar, les dépôts pétroliers à Bahreïn, et dans le développement qui mine le plus directement la logique stratégique de la menace iranienne. Les attaques contre Oman, Oman n'abrite aucune base militaire américaine. Le pays joue un rôle de médiation diplomatique tout au long du conflit, en maintenant des canaux de communication ouverts entre Washington et Téhéran, comme il s'est historiquement positionné comme canal discret de la diplomatie du Golfe. L'Iran qui attaque Oman, c'est l'Iran qui attaque son propre médiateur. C'est le CGRI qui décide que la valeur dissuasive de démontrer sa volonté de frapper n'importe quelle cible, peu importe sa relation diplomatique avec l'Iran, l'emporte sur la valeur pratique de préserver le seul canal de communication qui pourrait produire l'issue négociée mettant fin au blocus. La décision révèle quelque chose de précis sur la qualité de décision de la faction qui contrôle actuellement les opérations militaires iraniennes. Une organisation faisant des calculs rationnels de coûts et bénéfices sur sa position stratégique n'attaquerait pas le pays qui lui offre sa meilleure sortie diplomatique, au moment même où cette sortie est le principal mécanisme empêchant qu'une unité expéditionnaire des marines reçoive l'ordre de prendre l'île de Karg, une organisation confuse, fragmentée, sans leadership au sens fonctionnel, et opérant selon le calcul de survie institutionnelle de commandants individuels, plutôt que selon la direction stratégique cohérente d'un commandement unifié, est exactement le type d'organisation qui attaque Oman. C'est le comportement d'une structure militaire qui a perdu la capacité organisationnelle de distinguer l'affirmation tactique de l'autodestruction stratégique. L'attrition quotidienne de la capacité de frappe iranienne est la mesure qui quantifie ce que les frappes contre Karg et la campagne plus large ont produit. Except l'a noté explicitement, chaque jour nous voyons moins de lancements de missiles iraniens et moins de lancements de drones iraniens. Cette tendance est le résultat opérationnel d'une campagne qui dégrade les stocks d'armes iraniens à un rythme que la capacité de production restante du CGRI et sa chaîne d'approvisionnement affaiblie par le blocus peuvent pas remplacer. Le CGRI est entré dans ce conflit avec ce que les analystes estimaient être un inventaire important de missiles balistiques, des centaines de vedettes rapides d'attaque, une architecture de défense antimissile côtière distribuée le long du littoral iranien et des stocks de drones se comptant par milliers. C'est une transformation d'inventaire disponible. Le CGRI préférait encore saturer les infrastructures du Golfe avec des barrages de missiles. Il est de plus en plus incapable de le faire à l'intensité qu'il souhaite parce que les armes nécessaires sont consommées plus rapidement qu'elles ne peuvent être remplacées. Les frappes contre l'île de Karg, qui ont détruit des sites de missiles et des opérations de minage sur l'île, accélèrent cette attrition d'inventaire précisément au moment où la fréquence des frappes iraniennes est déjà en baisse. Éliminer les sites de missiles sur Karg retire une capacité de lancement depuis un emplacement qui aurait été utilisé pour la mission précise d'interdire toute approche amphibie de l'île. Ce n'est pas un ciblage accessoire, c'est une préparation opérationnelle pour la prochaine phase. La déclaration de Trump en 1988 mérite plus qu'une référence historique. Il avait un calcul simple au sujet du levier de pression. Le levier
de l'Iran contre les États-Unis provenait de la dépendance américaine au détroit et de la volonté iranienne de le menacer. La manière d'éliminer ce levier était de prendre l'actif qui le finançait, l'île de Karg. Cette analyse produite en 1988 par un homme n'ayant aucun accès à de l'information classifiée et aucun parcours militaire a été confirmée par chaque évaluation subséquente du paysage stratégique de ce conflit mené par des gens disposant de tous ces avantages. La frappe contre les installations militaires de l'île de Karg est la validation d'une intuition vieille de 38 ans. Ce qui rend cette validation importante sur le plan opérationnel n'est pas sa dimension biographique. C'est ce qu'elle dit sur la cohérence et la clarté de la logique stratégique sous-jacente à la décision. Ce n'était pas un choix hâtif fait sous la pression de la crise. C'est l'exécution d'un concept stratégique identifié clairement il y a 38 ans et que chaque calcul intervenu depuis, aussi sophistiqué soit-il, n'a finalement pas réussi à réfuter. L'exécution exigeait l'ensemble précis de conditions habilitantes que les mois précédents de ce conflit ont créées. Le blocus, la sortie des Émirats arabes unis de l'OPEP, le pipeline saoudien, la dégradation des défenses aériennes de l'Iran, la destruction de sa capacité navale conventionnelle, tout cela étaient des préalables qui n'existaient pas en 1988. Ils existent maintenant. Et l'homme qui a identifié la cible il y a 38 ans est celui qui a ordonné la frappe hier. Le calendrier du groupe amphibie d'intervention est le fait opérationnel qui boucle la boucle entre les frappes contre l'île de Karg, le déploiement des marines et les options liées au stock nucléaire que le secrétaire à la Défense a décrite avec la formulation précise allant jusqu'à l'USS Tripoli est à 10 à 14 jours du théâtre. Les frappes contre l'île de Karg ont eu lieu hier. Les installations militaires qui auraient fourni un feu défensif contre une approche amphibie de l'île ont disparu. La chronologie du transit des marines et la chronologie de la fenêtre opérationnelle créée par les frappes ne sont pas une coïncidence. Si vous retirez les installations défensives d'une île, puis positionnez une force d'assaut amphibie à distance de frappe au cours des 2 semaines suivantes, l'architecture opérationnelle de ce qui suit n'est pas ambiguë. C'est une séquence préparation, positionnement, exécution. La phase de préparation s'est conclue hier, la phase de positionnement est en cours, que la phase d'exécution suive ou non, c'est la décision qui n'a pas été énoncée publiquement. Mais décider d'exécuter la préparation et le positionnement sans avoir l'intention d'exécuter potentiellement ce qui suit n'a jamais été une caractéristique de la façon dont cette administration communique ou opère tout au long de ce conflit. Ils ont déplacé le Truxtun et le Mason dans le détroit, les navires ont traversé, ils ont demandé le déploiement de Dark Eagle, le déploiement se poursuit, ils ont assemblé l'unité expéditionnaire des marines. Elle est en transit, le modèle établi sur 77 jours de ce conflit est que l'assemblage de capacités est une préparation à l'emploi plutôt qu'une démonstration. L'USS Tripoli n'est pas envoyé dans les autres patrouilles du Japon. Le tableau opérationnel plus large, le 16 mai, est celui d'un conflit qui est passé de sa phase de dissuasion et de blocus à quelque chose que le langage du secrétaire à la Défense au sujet de pas de quartier et aucune pitié pour nos ennemis décrit précisément comme sa prochaine phase. Les frappes contre l'île de Karg ne sont pas la fin d'une échelle d'escalade, elles sont le début de son prochain échelon. Les frappes ont détruit des installations militaires, mais ont spécifiquement épargné l'infrastructure pétrolière avec un avertissement conditionnel selon lequel l'infrastructure pétrolière elle-même devient une cible si l'interférence iranienne avec le passage dans le détroit se poursuit. Cette conditionnalité n'est pas une formulation diplomatique conçue pour offrir une sortie à l'Iran. C'est une séquence d'autorisation de ciblage, installation militaire d'abord, infrastructure pétrolière, ensuite conditionnellement. La séquence a une logique, chaque analyse du marché pétrolier, chaque planificateur iranien du CGRI et chaque ministre de l'énergie d'un État du Golfe comprend sans traduction. La prochaine escalade, si elle est déclenchée par la poursuite de l'interférence iranienne avec le passage dans le détroit, passe de la destruction de ce qui protège le pétrole à la destruction du pétrole lui-même. Et détruire l'infrastructure de chargement pétrolier de l'île de Karg, les dépôts, les stations de pompage, les postes de chargement, les systèmes d'amarrage qui donnent à l'île sa fonction économique, n'est pas
le même type d'action réversible que détruire des sites de missiles. Les sites de missiles peuvent être reconstruits. L'infrastructure de chargement pétrolier à l'échelle de l'île de Kharg représente des décennies d'ingénierie et des milliards de dollars d'investissement en capital. La détruire n'est pas une frappe tactique. C'est une modification permanente de l'architecture d'exportation pétrolière iranienne qui prolongerait les conséquences économiques de ce conflit pendant des années au-delà de tout cessez-le-feu, jusque dans un calendrier de reconstruction que des responsables économiques iraniens ont déjà décrit en privé comme nécessitant une décennie. Le stock nucléaire est la variable finale qui se trouve sous chaque autre calcul dans ce conflit et que la réponse de Hegseth le 16 mai a abordé avec moins d'ambiguïté que toute déclaration d'administration précédente. 440 kg d'uranium hautement enrichi, plusieurs milliers de kilogrammes de matériel de moindre pureté répartis dans au moins 2 emplacements. Non détruits par les frappes de B2 de l'opération Midnight Hammer, qui ont visé les installations d'enrichissement plutôt que le matériel déjà enrichi. Non remis dans les négociations, parce que la position de négociation de l'Iran sur le matériel enrichi a été d'en conserver une partie comme condition de tout accord, plutôt que de se soumettre à un démantèlement complet. La mission centrale, déclarée par l'administration depuis le début de ce conflit, a été de refuser à l'Iran l'arme nucléaire. L'uranium enrichi que l'Iran détient actuellement est le matériel à partir duquel un dispositif nucléaire pourrait être construit si l'Iran le conserve et reconstruit éventuellement la capacité d'enrichissement d'armement que l'opération Midnight Hammer a dégradé. L'administration a des options. Elle n'a pas l'intention de communiquer quelles options elle prévoit exercer ni quand. Elle a des marines en transit vers le théâtre à bord d'un groupe amphibie d'intervention précisément conçu pour des opérations d'entrée forcée rapide contre des cibles défendues ou semi-défendues. L'agencement stratégique de ces faits n'exige pas d'interprétation. Il exige seulement une reconnaissance honnête de ce que les pièces produisent lorsqu'elles sont placées ensemble sur la même chronologie opérationnelle. La mission a été énoncée. La force est en assemblage. Les frappes habilitantes ont été exécutées. L'uranium enrichi se trouve dans des emplacements connus. Les options existent. Qu'elles soient exercées dépend de décisions qui n'ont pas été annoncées publiquement. Mais la distance entre l'état actuel et l'exercice de ces options s'est contractée de façon spectaculaire au cours des dernières 24 heures, d'une manière que le calendrier de transit des marines continuera de contracter au cours des 10 à 14 prochains jours. Le CGRI iranien a mené ce conflit sur une hypothèse précise et documentée. Le président américain, malgré la sévérité de la campagne militaire, s'arrêterait avant les décisions qu'aucun président précédent n'avait prises. Que la retenue de Carter, la retenue de Reagan et la retenue de chaque administration suivante avaient établi un précédent dont la gravité finirait par contraindre même la posture américaine la plus agressive. Que le coût politique intérieur d'une action militaire ouverte dans le Golfe, le prix du pétrole, la durée de la campagne, le risque de perte dans une opération terrestre finirait par créer les conditions politiques d'une résolution diplomatique à des conditions qui préserveraient suffisamment des actifs stratégiques du CGRI pour qu'ils survivent comme institution. Les frappes contre l'île de Kharg brisent cette hypothèse de la manière la plus directe possible. Parce que la seule chose que chaque président précédent avait refusé de faire, la seule action que Carter avait étudiée puis refusée, que Reagan avait étudiée puis mise de côté, qui est restée dans des annexes de planification classifiées pendant 47 ans, comme l'option trop lourde de conséquences pour être autorisée par une administration, s'est produite. Le CENTCOM l'a exécutée non pas comme une frappe punitive limitée contre une installation liée de façon tangentielle à la base économique du CGRI, mais comme une destruction complète de chaque installation militaire sur l'île qui traite 90% des exportations iraniennes de pétrole brut, suivie d'un avertissement conditionnel concernant l'infrastructure pétrolière elle-même, puis du déploiement d'une unité expéditionnaire des marines avec un temps de transit de 10 à 14 jours.
L'hypothèse selon laquelle le président américain s'arrêterait avant les décisions les plus difficiles a été réfutée sur le plan opérationnel, et une organisation dont toute la théorie stratégique dépendait de la survie de cette hypothèse au contact de ce président précis évolue maintenant dans un environnement de menace dont elle ne comprend plus les limites. Les gardiens invisibles du détroit sont des sous-marins avec 2 torpilles chacun, se déplaçant à 7 nœuds dans des eaux où les attaques MS ont déjà coulé un sous-marin. La bouée de sauvetage financière dont les installations militaires étaient censées la rendre imprenable est maintenant un terminal sans défense. Et l'uranium enrichi que le CGRI a refusé de remettre dans les négociations se trouve dans des emplacements connus, alors que les capacités amphibies des marines ne sont plus qu'à 14 jours. Le régime a bâti sa théorie stratégique sur l'hypothèse que l'option la plus dure ne serait jamais prise. L'option la plus dure a été prise hier, et l'homme qui l'avait décrite lors d'une entrevue de tournée de livres il y a 38 ans est celui qui l'a ordonné. Ce qui arrive ensuite appartient à une séquence qui a commencé hier et dont les prochaines étapes sont actuellement en cours quelque part entre le Japon et le détroit d'Ormuz. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt